Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Au Sénégal, Wheatland International Afrique et ses partenaires s'engagent à agir de façon urgente pour assurer le développement durable et la conservation des ressources naturelles pour les générations futures. Ce, à travers le PRISE, le projet de réduction des impacts des infrastructures sur les écosystèmes côtiers en Afrique de l'Ouest. Ce projet vise à combler les lacunes concernant le développement d'infrastructures durables sur le littoral ouest africain. Et pour parler de cette initiative, nous sommes avec le docteur Papa Sagne, géologue, environnementaliste et spécialiste des questions d'érosion côtière, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Alexis. Alors, Monsieur Sagne, on se retrouve ici juste après notre reportage. Il est signé Jean-Paul Ndour et Bachir Bodian. Aujourd'hui, le littoral ouest africain fait face à de nombreux défis, tant sur le plan infrastructurel que sur leur écosystème marin. À cet effet, on peut noter l'augmentation des infrastructures liées au tourisme et à l'industrie hôtelière, l'expansion des périmètres hydro-agricoles, la pêche, mais aussi le développement des ports et des routes, les activités minières, les installations pétrolières et gazières offshore, entre autres le long des écosystèmes côtiers sensibles. À cela s'ajoutent les écosystèmes côtiers sensibles tels que les mangroves, les herbiers marins et les aires de reproduction des tortues. Ces derniers abritent la majeure partie de la biodiversité marine et côtière de l'Afrique de l'Ouest. D'où l'engagement de Wetlands International Afrique et de ses partenaires à agir de façon urgente pour assurer le développement durable et la conservation des ressources naturelles pour les générations futures. Ce, à travers le PRISE, projet de réduction des impacts des infrastructures sur les écosystèmes côtiers en Afrique de l'Ouest. La première phase du projet de réduction de l'impact des infrastructures sur les écosystèmes côtiers visait à établir une base scientifique pour aider à la prise de décision, mais également à produire des outils pour aider les États ainsi que les acteurs pour gérer l'impact des infrastructures. Parce que comme vous le savez, en ce moment, les pays africains, y compris les pays côtiers, connaissent un développement industriel, un développement d'infrastructures très important, d'où le besoin de gérer ces impacts. Le projet connaît la participation de l'État du Sénégal à travers sa direction de l'environnement et des établissements classés. L'objectif est d'arriver à une meilleure gestion des zones côtières avec le concours des différents acteurs concernés. La zone côtière, plusieurs départements ministériels interviennent, que ce soit le ministère de l'Environnement, le ministère du Tourisme, le ministère de l'Urbanisme, le ministère en charge de la pêche, etc. Pour ne citer que ces départements-là. Tous ces ministères-là interviennent sur l'espace côtier et chaque ministère a un instrument de planification. Vous prenez le ministère du Tourisme a des instruments de planification des sites touristiques. Vous prenez le ministère de l'Urbanisme, toutes les grandes villes qui sont pour l'essentiel des villes côtières disposent de plans d'urbanisme. Voilà. Donc, ça veut dire aujourd'hui que nous avons besoin d'une certaine organisation, d'une certaine harmonisation de l'ensemble de ces instruments de planification. D'ailleurs, les autorités sénégalaises se sont dotées d'une stratégie de gestion intégrée des zones côtières. Ce qu'il faut comprendre, et c'est tout le sens aujourd'hui du projet PRISE, c'est que chaque infrastructure qui est mise en place quelque part dans un pays peut avoir des impacts dans un autre pays, n'est-ce pas? Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, en Mauritanie, si aujourd'hui la Mauritanie décidait de mettre en place une infrastructure portuaire, n'est-ce pas, en Mauritanie, cette infrastructure peut avoir des incidences sur le Sénégal, surtout pour ce qui concerne le transit sédimentaire.
notamment le sable qui est régulièrement déplacé par les courants marins. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on a besoin aujourd'hui de parler un même langage à travers des documents de référence uniques, n'est-ce pas, qui permettent à chaque pays d'intervenir en tenant compte des incidences que son intervention peut avoir sur un autre pays. Une conservation qui concerne pour sa première phase le delta du Saloum. Différents sites ont été choisis dans le cadre du projet. Les actions de protection que nous menons au niveau du delta du Saloum, c'est d'abord la création des aires marines. Donc, la meilleure manière de pouvoir conserver les ressources, la biodiversité marine et côtière, c'est de créer des lieux de protection. Et les lieux de protection ne sont rien d'autre pour nous que les aires marines qu'on a créées. Mais aussi, il y a des réserves qui ont été aussi créées, des réserves donc avec les populations. Ce qui a conduit à un protocole d'entente entre Wetlands International et la direction des aires marines protégées communautaires. Objectif, mettre en œuvre des actions de protection au niveau des sites du delta. Ils avaient 4 sites d'ancrage, c'est-à-dire que c'est Joal, c'est Palmarin, c'est Sangomar et c'est Gandoul. Donc l'AMP de Gandoul. Et c'est dans ce sens-là maintenant qu'on a eu des actions concrètes qu'on a eu à mener dans ces différentes AMP dans le cadre de la protection. Parce qu'il y a, dans chaque AMP, il y a ce qu'on appelle le plan d'aménagement et de gestion qu'on met en œuvre. Et c'est de ce plan d'aménagement et de gestion que des actions sont tirées pour être mises en œuvre. Des actions de conservation. Ça peut être donc, le balisage, donc, et ça peut être l'identification, mais aussi ça peut être les actions de suivi quotidienne et régulière de la biodiversité marine et côtière. Justement, l'aire marine protégée de Gandoul dans le delta du Saloum a bénéficié de l'intervention du PRISE. Le site qui s'étend aujourd'hui sur 28 121 hectares ne faisait que 17 532 hectares à sa création en 2014. Gandoul, situé dans une zone vulnérable, reste menacé face au phénomène de l'extraction du sable marin, de la pêche abusive et irrégulière, du phénomène de changement climatique, ainsi que du passage des bateaux et son lot de conséquences sur les côtes. Il faut saluer l'action très importante de prise de ce projet-là, qui nous a permis vraiment de réduire les impacts de certaines entreprises autour de l'aire marine protégée du Gandoul. Pour faire face à toutes ces contraintes d'ordre naturel et anthropique, le PRISE a permis l'installation de 12 balises aux sorties de l'aire marine protégée de Gandoul, une façon de réduire l'agression sur cette partie du littoral. Mettre en place une balise, ça te permet la communication, ça te permet d'informer donc les passagers, parce que là c'est le Saloum, c'est une zone de passage, aussi les usagers de la ressource. Parce que ce n'est pas uniquement les populations des 4 communes que je viens de citer qui font l'exploitation. Il y a des gens qui nous viennent de la petite côte et même de très loin pour la pêche. Le PRISE est mis en œuvre par Wetlands International et le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et maritime en Afrique de l'Ouest, financé par la Fondation Mava pour la nature. Il vise à combler les lacunes concernant le développement d'infrastructures durables dans les zones côtières de l'Afrique de l'Ouest. Le réseau régional des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, Rampao, a aussi sa contribution dans la réussite de la première phase du PRISE. Leur mission a contribué à l'identification des zones d'intérêt écologique ou biologique et à déterminer les impacts potentiels des infrastructures sur ces IEP. Il s'agissait justement de faire ce travail dans certains pays de la sous-région, notamment la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée et le Cap-Vert. Et donc, nous avons pu justement réaliser ce travail. L'objectif étant l'amélioration de l'efficacité de gestion des aires marines protégées et la conservation participative des AMP en accord avec les communautés.
Ce qu'il y a lieu de préciser, c'est que ce travail aussi était centré sur essentiellement les mangroves, les herbiers marins, mais également sur les tortues marines et leur site de ponte. Et aujourd'hui, ce travail est réalisé en tout cas, sauf pour les îles Bijagos. Et en termes de contribution, au moins, on a pu mettre en évidence, en tout cas, l'importance écologique ou biologique de ces sites et la nécessité, en tout cas, de les protéger à travers les mesures prioritaires de gestion qui ont été identifiées d'un commun accord avec les acteurs locaux. Dans cette dynamique, des universités des 5 pays membres du projet ont été identifiées sous la coordination de l'Institut des sciences de l'environnement de Dakar. Différentes activités ont à cet effet démarré depuis 2019. Des ateliers de partage et d'information des différents acteurs qui interviennent dans le domaine, des activités de capitalisation des informations et outils. Alors, quand on a capitalisé l'information, ce qui est ressorti, c'est quoi? C'est que l'écosystème côtier et marin est un écosystème qui est bien représenté dans les 5 pays. Il s'y ajoute également qu'il est ressorti justement de ces investigations qu'en plus du fait que ces écosystèmes sont bien représentés dans ces pays, mais ces écosystèmes jouent un rôle extrêmement important dans ces pays et rendent beaucoup de services. C'est les services écosystémiques au plan écologique, au plan économique, au plan social, au plan culturel. Donc c'est extrêmement important dans ces pays. Alors une autre conclusion que nous avons tirée, c'est qu'au niveau de ces écosystèmes côtiers et marins, existent des sites qui sont très sensibles. L'objectif a été d'arriver à la création de modules de formation sur la préservation des écosystèmes marins. 4 modules ont finalement été validés grâce à une démarche inclusive et multisectorielle. Le premier module a été un module, on va dire, sur les fondamentaux de l'écologie marine. Naturellement, pour une bonne formation, il faut que les apprenants maîtrisent un peu les fondamentaux de cette question, donc de l'écologie marine. Ensuite, nous avons élaboré un deuxième module qui, lui, a plutôt porté sur, on va dire, les infrastructures qui impactent de façon significative sur les écosystèmes côtiers et marins et particulièrement sur les cibles de la MAVA. Le troisième module a porté sur le cadre politique, législatif et institutionnel au niveau de ces différents pays. Et enfin, le dernier module a porté sur les outils de planification et de gestion des écosystèmes côtiers et marins au niveau des différents pays. Ainsi, dans sa première phase, le PRISE a produit des résultats probants grâce à l'implication des différents partenaires. Résultats allant de la création de bases de référence scientifiques nationales et sous-régionales, de l'élaboration et de la mise en œuvre d'outils de planification et de gestion des zones côtières ouest africaines, en passant par le renforcement des capacités des acteurs impliqués jusqu'à la formulation et l'introduction des modules dans les programmes de maîtrise des principales universités. Le projet PRISE travaille avec de nombreux partenaires, mais également des alliés au niveau des États, au niveau des ONG, mais également des services techniques et des organisations non gouvernementales, y compris des organisations non gouvernementales internationales. Donc, le rôle de Wetlands International, c'était de coordonner l'ensemble du projet, donc d'organiser la collaboration des acteurs, et ça, nous l'avons fait ensemble avec notamment nos partenaires du PRC et du RAMPAO.
Le projet de réduction des impacts des infrastructures sur les écosystèmes côtiers en Afrique de l'Ouest, PRISE, concerne les sites prioritaires du delta du Saloum au Sénégal, du PNBA en Mauritanie, de Boa Vista au Cap-Vert, de Bijagos en Guinée-Bissau et du delta du Cap-Hatchez en Guinée. La priorité est de mettre en place ou dynamiser les cadres multipartites des acteurs sur la construction des infrastructures et les impacts sur la zone côtière. La deuxième phase du PRISE est axée sur le renforcement des cadres juridiques et le plaidoyer pour la réduction des impacts des infrastructures dans ces 5 pays concernés par le projet. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec le docteur Papassane, géologue, environnementaliste et spécialiste des questions d'érosion côtière, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'abord, docteur, après avoir suivi ce reportage, quelle appréciation faites-vous d'un tel projet développé entre 5 pays ouest-africains pour la réduction des impacts des infrastructures sur les écosystèmes côtiers et marins? Merci beaucoup Alexis. Vous me permettez d'abord de remercier encore l'équipe de Croissance Verte pour cette invitation. Comme j'ai l'habitude de le dire, il faut comprendre que les zones côtières, ce sont des milieux qui abritent des écosystèmes très intéressants, très productifs, mais également très sensibles aux variations des conditions physico-chimiques du milieu. Et les infrastructures qu'on retrouve dans la zone côtière, dans la plupart des cas, certaines d'entre elles, rejettent un certain nombre de déchets, pouvant être très toxiques même, et qui tendent à modifier les conditions physico-chimiques du milieu, dont les répercussions se font sentir sur les écosystèmes. Donc la prise en compte de l'impact de ces infrastructures sur les écosystèmes, quand même, serait un élément important pour rendre résilient un petit peu la productivité de ces milieux. Et donc ce projet, aujourd'hui, heureusement, a fait la synthèse un peu, disons, de ce qui se fait dans les 5 pays, ciblés bien évidemment, et donc on va permettre quand même d'harmoniser et de travailler en toute symbiose pour mieux préserver donc les écosystèmes qui se situent à ce niveau. D'ailleurs, le projet PRISE a abordé dans notre reportage et développé dans 5 sites de 5 pays différents, que sont le delta du Saloum au Sénégal, le PNBA en Mauritanie, Boa Vista au Cap-Vert, Bijagos en Guinée et le delta de Cap-Hatchez en Guinée. Quels outils efficaces pourraient être développés pour une meilleure planification de la gestion des zones côtières ouest-africaines? Alors, très bien. Je pense que les zones côtières, on a l'habitude de le dire, c'est des milieux qui sont extrêmement dynamiques en raison de la multiplicité des facteurs qui s'y interagissent. Donc, la gestion ne peut pas être locale. Donc, il faut que ça soit concerté parce qu'il y a toujours des répercussions des activités qui sont menées dans un site sur un autre, c'est-à-dire le site environnement. Donc, la synchronisation de toutes ces actions de défense, n'est-ce pas, de l'environnement marin et côtier, quand même serait un élément important. Donc, il faut une gestion intégrée et la mise en place d'un observatoire de tous ces milieux qui va impliquer en tout cas tous les pays qui sont ciblés par le projet. Maintenant, quel impact peuvent avoir les infrastructures non durables comme des industries hôtelières, des périmètres hydro-agricoles, des infrastructures de pêche, des ports, des routes et autres installations pétrolières et gazières offshore sur les écosystèmes côtiers et marins? Bon, je pense que je l'ai abordé tout à l'heure. Beaucoup d'infrastructures qu'on retrouve dans la zone côtière déversent, n'est-ce pas, un certain nombre de substances au niveau donc, du littoral. On peut prendre l'exemple, par exemple, des infrastructures industrielles où il y a un système de refroidissement dans la plupart des cas qui est appliqué à l'intérieur et dont les eaux sont rejetées directement en mer, sans parfois aucun processus de traitement au préalable, ce qui peut contaminer le milieu et causer un peu de problème dans la stabilité des écosystèmes. On peut également prendre l'exemple de l'exploitation du pétrole offshore et du gaz, qui peut être à l'origine de certains accidents en domaine marin. Et que ce qu'on appelle naturellement les marées noires, dans la plupart des cas, entraîne une grande disparition de certains écosystèmes à ce niveau-là. En effet, ces zones côtières et maritimes abritent aussi
il faut le préciser, des mangroves, des herbiers marins et des aires de reproduction des tortues, entre autres. Comment protéger ces écosystèmes de menaces auxquelles ils font face, comme celles que vous venez d'énumérer à l'instant? Bon, tout va toujours dans le sens du maintien de l'ensemble des conditions physico-chimiques favorables à la vie de ces espèces. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un écosystème, il est toujours caractérisé par la présence de deux éléments, ce qu'on appelle naturellement le biotope, qui regroupe l'ensemble des facteurs physico-chimiques, et la biocénose qui regroupe la biodiversité. Donc cette biodiversité est étroitement liée donc à son biotope, ce qui fait que toute modification du biotope aura des répercussions, dans la plupart des cas considérables, allant de la perturbation ou de la perturbation de la structuration jusqu'à la disparition même de l'écosystème. Ce qui fait que toutes les stratégies doivent aller dans le sens de maintenir les conditions physico-chimiques favorables, en tout cas, au développement de ces milieux. Docteur Sagné, aujourd'hui, les écosystèmes du littoral ouest africain doivent faire face à l'extraction des ressources tout en relevant le défi de la protection environnementale de ces écosystèmes. Est-ce que les deux sont-ils conciliables et comment y arriver, si c'est possible? Bon, une ressource, quand on dit une ressource naturelle, c'est un bien, un objet ou une substance qui est présente dans la nature et qui doit être exploitée pour satisfaire les besoins d'une société humaine. Donc quand la ressource est là et qu'elle ne doit pas être exploitée, ça veut dire qu'elle n'entre pas dans ce cadre. Mais le contexte du développement durable aujourd'hui nous impose à quand même tirer bénéfice des opportunités que nous offrent les ressources, mais tout en mettant en tête qu'on ne doit pas compromettre la capacité des générations futures à répondre également à leurs besoins. Allant dans ce sens, il faut donc une exploitation rationnelle des ressources et tout en assurant que la régénération puisse être observée un tout petit peu dans le temps. Pour une meilleure gestion du littoral ouest africain, quel est selon vous l'intérêt de privilégier une approche intégrée, inclusive et multisectorielle plutôt qu'une gestion à l'échelle d'un seul pays? Aujourd'hui, je pense que ça a même été dit par M. Baba, oui, je pense que c'est ça, le directeur de l'environnement et des établissements classés du Sénégal, qui disait que quand on a construit un port, par exemple, au niveau des côtes mauritaniennes, on peut avoir des répercussions sur les côtes sénégalaises. Parce que le découpage administratif à l'origine aujourd'hui de la distinction des pays n'intègre pas la zone littorale. Le littoral, c'est un fonctionnement qui ne regarde pas une limite géographique. C'est tout simplement un transit sédimentaire qui peut se faire sur plusieurs milliers de kilomètres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les impacts, en tout cas des activités qui se font au Sénégal, peuvent être notés au niveau donc des zones environnantes. Parce que d'abord, les ressources qui sont exploitées ici peuvent en partie être exportées dans les pays environnants, ce qui fait que quand il y a un problème à ce niveau, ces pays-là seront touchés. Également, il y a de ces infrastructures, si aujourd'hui on les met en place, ça va bloquer le transit sédimentaire parallèle à la côte et créer un déficit sédimentaire sur les autres zones, à l'origine parfois même de la modification du processus de fonctionnement de ces milieux littoraux. Merci pour cette précision. Maintenant, intéressons-nous concrètement au projet PRISE qui a permis dans sa première phase le développement de 4 modules de formation validés pour être enseignés au niveau master au sein de 5 pays concernés par le projet. Quelle appréciation faites-vous de l'intégration de ces modules dans les curricula de ces universités ouest-africaines? Vous savez, la formation est un élément important avant toute prise de décision. Je pense que les métiers de géologie, surtout environnementale et gestion des zones côtières, restent toujours méconnus au Sénégal. Donc la formation permettrait quand même d'avoir une ressource humaine, n'est-ce pas, de bonne qualité, capable quand même de faire des études très poussées pour une meilleure prise de décision pour la protection durable de ces environnements. Aussi au département de géographie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar est enseigné un master sur la gestion intégrée et développement durable du littoral ouest africain. Il s'agit d'une formation qui vise à assurer une expertise nationale et sous-régionale en matière de développement durable des zones côtières. Comment cela pourrait contribuer à réduire les risques naturels et anthropiques auxquels sont exposées les côtes et écosystèmes marins? Je pense que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Je rappelle également qu'au département de géologie, il y a des formations destinées en tout cas à la maîtrise du processus de fonctionnement des systèmes littoraux et des écosystèmes littoraux, dont moi-même je suis issu. Et on travaille en toute collaboration avec le département de géographie. Dans ce cadre, il y a des étudiants qui quittent le département de géographie et qui viennent vers nous. Il y a d'autres également qui quittent notre département pour aller dans ce sens. Mais je pense que cela va aller dans le sens de bien renforcer la recherche sur les zones côtières,
En tout cas, pour permettre quand même d'avoir tous les éléments dont on a besoin pour une meilleure prise de décision à ce niveau-là. Un autre projet soutenu par la Banque mondiale, à savoir le programme de gestion du littoral ouest africain, également connu sous son acronyme anglais WACA, a été conçu pour répondre à ce besoin croissant d'intégration régionale. Il contribue au développement durable du littoral avec comme angle d'attaque la lutte contre l'érosion et les inondations côtières. Que pensez-vous d'un tel programme ? C'est également un programme très intéressant dont l'un des résultats attendus, principalement il y en a 3. Un qui me marque le plus, c'est la mise en place d'un outil d'alerte précoce. Cet outil d'alerte précoce sera basé d'abord sur la prise en compte de toutes les données qui existent au niveau de la zone littorale, mais en tout cas d'alerter un peu les autorités sénégalaises et tous ceux qui participent au fonctionnement du littoral quand un bouleversement doit se produire, parce que le littoral, dans la plupart des cas, fait face à de nombreux phénomènes extrêmes, tels que les houles fortes, qui bouleversent parfois même de manière irréversible le fonctionnement et les activités qui s'y déroulent. Et donc cet observatoire ou cet outil va permettre en tout cas d'alerter à temps pour que des dispositions nécessaires puissent être prises avant qu'un choc ne puisse se produire. Dernière question avant de clore cet entretien. En tant que géologue et spécialiste des questions d'érosion côtière, quelles solutions préconisez-vous pour une meilleure préservation de nos littoraux? Aujourd'hui, on devrait faire une étude, une évaluation environnementale. C'est-à-dire chaque projet ou chaque élément a un sens pour l'homme. Donc une variante sans projet montre qu'aujourd'hui, si on n'exploite pas, on ne tire pas bénéfice des opportunités que cause le littoral, voilà à tel niveau on devrait être. Alors la variante avec projet vous dit que si vous tirez bénéfice des opportunités, vous devez être à tel niveau. Maintenant, parallèlement à ces opportunités, il y a des impacts que vous devez causer. Et donc l'évaluation environnementale vous dit tirer bénéfice des opportunités que cause le projet ou bien tel milieu, mais également trouver un moyen de réduire les impacts négatifs, c'est-à-dire de compenser ces impacts en tout cas pour tirer bénéfice de ce qui se passe. Et donc au niveau des littoraux sénégalais, je pense que les gens doivent continuer quand même à exploiter les ressources, mais ça doit être de manière rationnelle et de manière en tout cas rationnelle, je peux dire. Merci Dr Papassane pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes géologue, environnementaliste et spécialiste des questions d'érosion côtière, chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est moi qui vous remercie, Alexis. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.